Il existe, dans la France d'aujourd'hui, des scènes quotidiennes si simples qu'on ne les remarque presque plus. Des gestes minuscules, silencieux, ordinaires, mais qui, vus par des yeux étrangers, peuvent soudain ébranler une certitude mondiale. Et c'est précisément cette contradiction qui a bouleversé un plateau de télévision britannique. Ce que beaucoup de Français considèrent comme banal peut, pour le reste du monde, apparaître comme une véritable leçon de civilisation. En 2024, la BBC lança une série documentaire internationale intitulée « Pour un regard mondial ». L'objectif était ambitieux. Observer différents pays non pas à travers leurs monuments, leurs crises ou leurs grandes déclarations politiques, mais à travers leurs gestes les plus ordinaires. Comment les gens se comportent-ils quand personne ne les surveille? Comment une société révèle-t-elle son âme dans un couloir de métro, sur un trottoir, devant un passage piéton, ou dans une salle de classe? La première émission ne fut pas consacrée à une guerre, à une élection, ni à une grande catastrophe. Elle fut consacrée à la France. Et plus précisément, elle commença par une scène matinale à la gare Saint-Lazare, à Paris. Pas la Tour Eiffel. Pas le Louvre. Pas Versailles. Pas les Champs-Élysées illuminés. Non. Une gare. Un matin. Des milliers de personnes qui se rendent au travail. Des pas rapides, des manteaux sombres, des sacs à main, des attachés-caisses, des étudiants, des employés, des retraités, des touristes perdus, des agents de sécurité. Une scène que les Parisiens traversent chaque jour sans même lever les yeux. Pourtant, lorsque les images apparurent sur l'écran du studio londonien, l'ambiance changea immédiatement. Les caméras montraient des files devant les portiques, des voyageurs qui laissaient passer une personne âgée, des gens qui se déplaçaient sans hurler, sans bousculer, sans créer ce chaos que beaucoup de médias étrangers aiment associer aux grandes villes européennes. Le son des pas résonnait sous la verrière. Les annonces de la SNCF se mêlaient au bruit métallique des trains. Mais dans cette foule dense, quelque chose frappait les observateurs, une forme d'ajustement collectif. La présentatrice de la BBC, Emily Carter, resta silencieuse quelques secondes. Elle avait couvert des manifestations à Hong Kong, des élections en Amérique latine, des zones de crise au Moyen-Orient, des débats sociaux en Europe. Elle connaissait la foule, la tension, la peur, la précipitation. Mais ce qu'elle voyait là n'était ni spectaculaire ni dramatique. C'était justement cela qui la troublait. Elle murmura enfin. Ce n'est pas seulement une scène de transport. C'est une culture qui respire. Cette phrase fit basculer le plateau. Car personne ne donnait d'ordre. Personne ne criait dans un mégaphone. Personne ne distribuait de récompenses aux voyageurs les plus disciplinés. Et pourtant, dans cette gare immense, chacun semblait comprendre qu'il n'était pas seul. Chacun avançait avec cette conscience discrète que l'espace public n'appartient pas à un individu, mais à tous. Pour les Français, cette scène ne semble peut-être pas exceptionnelle. Certains riront même. Franchement, Saint-Lazare, ordonné? Vous êtes sûr d'avoir filmé au bon moment? Et justement, c'est là que le sujet devient intéressant. Parce que la France n'est pas un pays sans défaut. Les Français râlent, contestent, débattent, s'interrompent, critiquent leurs institutions, se plaignent des trains en retard, des grèves, de l'administration, du prix du café, de tout et de rien. Mais derrière cette façade bruyante existe aussi un autre pays. Un pays de codes invisibles, de retenue dans certains gestes, de respect instinctif pour certaines règles communes. Emily Carter poursuivit. La vraie nature d'une société apparaît quand personne ne regarde. Cette phrase, à mon avis, résume tout. Car le respect le plus profond n'est pas celui que l'on affiche devant une caméra. Ce n'est pas celui que l'on proclame dans un discours officiel. Le respect véritable est celui qui survit dans l'anonymat, dans la routine, dans la fatigue d'un lundi matin, quand personne ne vous applaudira pour avoir laissé passer quelqu'un, ramassé un papier ou tenu une porte. Le documentaire posa alors une question simple, presque brutale. Pourquoi une scène aussi ordinaire en France peut-elle encore étonner le monde? Pour y répondre, l'équipe de la BBC décida de continuer son observation. Après la gare Saint-Lazare, les caméras descendirent dans le métro parisien, sur la ligne 1, entre Bastille et Châtelet. Le wagon était bondé. Des touristes espagnols, des employés de bureau, des lycéens, une mère avec une poussette, un vieil homme tenant une baguette sous le bras, des jeunes avec des écouteurs, des cadres regardant leur téléphone. Rien d'héroïque. Rien de grandiose. Et pourtant, une tension étrange apparut à l'écran. Malgré la foule, beaucoup de passagers cherchaient à ne pas envahir l'espace des autres. Un jeune garçon, prénommé Lucas Moreau, élève de CM2, était assis au bord d'un siège. Son cartable bleu reposait contre ses jambes. Il lisait un livre sur les grandes découvertes scientifiques françaises. À côté de lui, une fille du même âge, Camille Bernard, relisait une leçon d'histoire sur la Révolution française. Les deux enfants ne criaient pas. Ils ne couraient pas. Ils ne mettaient pas de vidéo à plein volume. Ils étaient simplement là, calmes, absorbés, comme si le métro était aussi un lieu où l'on respecte la présence des autres. Sur le plateau, un sociologue britannique, Andrew Mills, avoua son étonnement. Dans beaucoup de transports publics, surtout aux heures de pointe, le bruit devient une forme de domination. Celui qui parle le plus fort prend possession de l'espace. Ici,
Ce qui me frappe, c'est que le silence devient une forme de respect. Emily acquiesca. Elle ajouta que ce silence n'était pas une absence de vie. Ce n'était pas de la froideur. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une sorte de pacte discret. Je suis fatigué, tu es fatigué, nous avons tous une journée devant nous, alors je ne vais pas t'imposer inutilement ma présence. Évidemment, certains diront, mais le métro parisien n'est pas toujours comme ça. C'est vrai. Il y a des disputes, des musiciens, des téléphones bruyants, des incivilités, des tensions. La France réelle n'est pas une carte postale parfaite. Mais c'est précisément parce qu'elle n'est pas parfaite que ces moments de retenue deviennent puissants. Ils ne naissent pas dans un monde idéal. Ils survivent dans un monde compliqué. À ce moment du documentaire, la BBC insista sur une idée qui allait faire réagir fortement les réseaux sociaux. Les enfants français ne sont pas seulement instruits par les manuels scolaires, ils sont aussi formés par l'expérience quotidienne de l'espace commun. Dans les écoles, dans les cantines, dans les bibliothèques, dans les rues, on leur répète parfois implicitement que vivre ensemble signifie ne pas faire peser tout son confort personnel sur les autres. Mais l'émission allait bientôt montrer une scène où cette harmonie se fissure brutalement. Le lieu suivant était la station Châtelet, l'une des plus fréquentées de Paris. Les voyageurs attendaient le métro derrière la ligne de sécurité. Certains consultaient leur téléphone. D'autres observaient le panneau d'affichage. L'équipe de la BBC filmait discrètement. Emily Carter, pour les besoins du reportage, s'était elle-même placée dans la file, comme une passagère ordinaire. Soudain, une femme apparut sur le côté. Elle portait des lunettes de soleil, un manteau de marque, un téléphone à la main. Sans un regard pour les autres, elle passa devant tout le monde et se plaça juste devant Emily. Le mouvement était rapide, assumé, presque provocateur. Emily recula légèrement. Elle ne dit rien. Mais la femme se retourna et lança sèchement, en anglais. « Qu'est-ce que vous regardez ? Je suis pressée. » L'ambiance changea immédiatement. Sur le quai, les regards se tournèrent vers elle. Personne ne cria. Personne ne l'insulta. Mais un silence lourd s'installa. Ce silence-là n'était pas le silence paisible du wagon. C'était un silence de jugement collectif. Un silence qui disait « Nous avons tous des raisons d'être pressés, mais nous avons aussi accepté d'attendre. » Lorsque la scène fut diffusée sur le plateau, certains invités parurent gênés. Une journaliste américaine déclara « C'est donc cela, la limite du mythe français ? Dès qu'une personne refuse la règle, tout s'effondre ?» Mais l'histoire prit une tournure inattendue. Après quelques secondes de tension, la femme ajouta, avec agacement. « Je ne suis pas française, d'accord ? Je viens juste visiter. Chez moi, si on ne passe pas devant, on n'avance jamais. » Les plateaux restent silencieux. Ce détail changeait tout. Non pas parce qu'il faudrait condamner un pays ou une nationalité. Ce serait trop facile, trop injuste, trop simpliste. Mais parce que cette phrase révélait une différence profonde dans la manière de comprendre l'espace public. Pour certains, passer devant est une stratégie. Pour d'autres, attendre son tour est une forme élémentaire de dignité collective. Un sociologue français invité sur le plateau, Julien Delmas, prit alors la parole. Le problème n'est pas qu'une personne soit étrangère. Le problème est qu'elle entre dans un espace commun sans chercher à comprendre les codes qui permettent à cet espace de fonctionner. La France accueille des millions de visiteurs, d'étudiants, de travailleurs, de familles venues d'ailleurs. Mais l'accueil ne signifie pas que les règles invisibles disparaissent. Cette remarque fit débat. Certains internautes crièrent au moralisme. D'autres accusèrent la BBC de transformer une scène banale en leçon culturelle. Mais une question demeurait. Une société peut-elle rester vivable si chacun considère son urgence personnelle comme plus importante que la patience des autres ? Emily Carter formula la réflexion avec une précision redoutable. La civilité n'est pas seulement l'obéissance à une règle. C'est l'acceptation que mon désir immédiat n'est pas toujours prioritaire. Et là, il faut le dire franchement, c'est une phrase que beaucoup de sociétés modernes devraient entendre. Nous vivons une époque où tout pousse à l'impatience. Livraison rapide, réponse immédiate, priorité personnelle, visibilité permanente. Tout le monde veut passer avant tout le monde. Tout le monde a une excuse. Tout le monde est pressé. Mais si tout le monde est pressé, alors plus personne ne respecte personne. Le documentaire chercha ensuite à comprendre d'où vient cette capacité, encore présente dans une partie de la société française, à transformer certains gestes ordinaires en règles non écrites. L'équipe quitta Paris pour se rendre à Lyon, dans une école publique du 3e arrondissement. Dans cette école, les caméras filmèrent une scène qui surprit particulièrement les Britanniques. À la fin du déjeuner, les enfants débarrassaient eux-mêmes leurs plateaux, triaient les déchets, rangeaient les chaises, nettoyaient les petites salissures autour de leur table. Rien d'extraordinaire pour beaucoup de Français. Mais sur le plateau, les invités y virent autre chose. Une éducation concrète à la responsabilité. Une enseignante, Madame Claire Dubois, expliqua. On ne demande pas aux enfants de faire le travail des adultes. On leur apprend que l'espace commun ne se répare pas tout seul. Si je salis, je participe à remettre en ordre. Si j'utilise un lieu, je respecte ceux qui viendront après moi.
Emily Carter nota cette phrase dans son carnet. Pour elle, cette idée était essentielle. La France, malgré ses contradictions, possède encore une tradition forte. L'école n'est pas seulement un lieu où l'on apprend à lire, écrire et compter. Elle est censée former des citoyens. Cette ambition est souvent critiquée, parfois mal appliquée, parfois affaiblie par la réalité sociale. Mais elle existe. Et quand elle fonctionne, elle produit des gestes simples. Ne pas jeter un papier par terre, ne pas hurler dans une bibliothèque, attendre son tour, rendre ce qui ne nous appartient pas. C'est justement sur ce dernier point que le documentaire allait provoquer l'émotion la plus forte. L'équipe de tournage se trouvait à Annecy, près du lac, un samedi après-midi. Les rues étaient pleines de touristes. Des familles prenaient des photos. Des cyclistes passaient. Des vendeurs servaient des glaces. La ville ressemblait à une carte postale vivante. Au milieu de cette agitation, la caméra aperçut Lucas Moreau, le même garçon rencontré plus tôt à Paris, venu passer le week-end chez sa grand-mère. Il traversait une petite place lorsqu'il remarqua un portefeuille tombé près d'un banc. Il s'arrêta. Il regarda autour de lui. Personne ne semblait l'avoir vu. Il aurait pu continuer. Il aurait pu l'ouvrir. Il aurait pu le glisser dans son sac. Personne n'aurait rien su. Mais il se baissa, ramassa le portefeuille, puis se dirigea vers 2 agents municipaux. Le geste dura moins d'1 minute. Il n'y eut pas de musique héroïque. Pas de grands discours. Pas d'applaudissements. Juste un enfant qui choisit, dans l'anonymat, de faire ce qui lui semblait juste. Sur le plateau, personne ne parla immédiatement. Emily Carter regardait l'image du garçon marchand avec le portefeuille à la main. Puis elle déclara. Il ne fait pas cela pour être félicité. Il le fait parce que, pour lui, ne pas le faire serait impossible. Cette phrase toucha les invités. Car la vraie éducation morale ne se voit pas dans les slogans. Elle se voit dans ce moment précis où l'on peut mal agir sans conséquence, mais où l'on ne le fait pas. Je veux insister ici sur un point. Il ne s'agit pas de dire que tous les Français sont honnêtes, que la France est parfaite, que les portefeuilles perdus reviennent toujours à leurs propriétaires. Ce serait ridicule. Il y a des vols, des incivilités, de la violence, de la méfiance. Mais il existe encore en France une idée puissante. Certaines choses ne se font pas. Même si personne ne regarde. Même si cela pourrait nous arranger. Même si le monde autour semble parfois cynique. Et cette idée, lorsqu'elle apparaît devant une caméra étrangère, devient soudain bouleversante. La BBC poursuivit son enquête en interrogeant des étrangers vivant en France. Une étudiante japonaise à Bordeaux expliqua qu'elle avait été surprise par la manière dont des inconnus pouvaient protester contre une injustice dans un bus. Un ingénieur brésilien à Toulouse raconta qu'un homme l'avait poursuivi sur 50 mètres pour lui rendre sa carte bancaire tombée au sol. Une touriste canadienne affirma avoir été marquée par une libraire parisienne qui avait refusé de lui vendre un livre abîmé sans lui proposer une réduction. Ces anecdotes peuvent sembler petites. Mais c'est justement leur petitesse qui compte. Les grandes nations ne sont pas seulement définies par leurs présidents, leurs armées, leurs entreprises ou leurs musées. Elles sont définies par la manière dont un inconnu traite un autre inconnu quand il n'a rien à y gagner. Puis le documentaire arriva à une scène qui fit exploser les réactions en ligne. Le contexte était celui d'une soirée de fête à Marseille, après un grand événement sportif. Le vieux port était plein. Des drapeaux flottaient, des chants résonnaient, des groupes riaient, des bouteilles vides s'accumulaient près des poubelles déjà débordantes. L'ambiance était joyeuse, mais la rue portait les traces de l'excès. Gobelets, papier gras, canettes, mégots. Au milieu de cette foule, une femme d'une 40aine d'années se baissa pour ramasser des déchets. Elle portait une veste simple, des gants, et tenait un sac poubelle transparent. Elle s'appelait Sophie Lemaire. Elle n'était ni employée municipale, ni militante en campagne, ni influenceuse en train de tourner une vidéo. Elle habitait simplement le quartier. Au début, certains jeunes la regardèrent avec ironie. L'un d'eux lança. « Madame, vous êtes payée pour ça ?» Elle sourit à peine et répondit. « Non, j'habite ici. » Cette réponse fit le tour des réseaux sociaux. « Non, j'habite ici. » 6 mots seulement. Mais 6 mots qui résument une philosophie entière. Un lieu n'est pas propre parce que quelqu'un d'autre est payé pour le nettoyer. Un lieu reste digne parce que ceux qui y vivent refusent de le laisser mourir sous leur propre négligence. La photo de Sophie Lemaire, penchée sur les pavés du Vieux-Port, fut partagée des centaines de milliers de fois. Certains la félicitèrent. D'autres se moquèrent d'elle. Quelques commentateurs affirmèrent que ce genre de geste était naïf, inutile, presque ridicule. Mais la question est là, depuis quand prendre soin de son propre quartier est-il devenu ridicule? Depuis quand l'indifférence passe-t-elle pour de l'intelligence? Depuis quand salir un lieu commun est-il considéré comme normal, tandis que le nettoyer devient suspect? Sur le plateau de la BBC, Emily Carter lut une phrase écrite par Sophie lors d'un entretien. « Je ne veux pas donner de leçons. Je veux seulement vivre dans une ville que je peux regarder sans honte. » Une invitée allemande, spécialiste des sociétés urbaines, réagit aussitôt. « Ce qui me frappe, ce n'est pas le sac poubelle. C'est la notion d'honneur local. Elle ne nettoie pas pour l'État. Elle nettoie parce qu'elle refuse que son environnement devienne une preuve de renoncement.
Cette phrase est forte. Et elle mérite d'être entendue en France. Car les Français ont parfois une relation étrange avec leur propre pays. Ils l'aiment en le critiquant. Ils le défendent en le dénigrant. Ils se plaignent de tout, mais se vexent immédiatement si un étranger reprend leur critique. C'est presque un sport national. Pourtant, derrière cette ironie permanente, il y a une douleur, celle de voir certains lieux se dégrader, certains comportements disparaître, certaines formes de respect devenir minoritaires. Le documentaire ne disait pas que la France est un paradis de civilité. Il disait quelque chose de plus subtil. Même au milieu du désordre, des gestes de dignité subsistent. Et ces gestes sont peut-être plus précieux aujourd'hui qu'à une époque où tout semblait plus stable. Dans la dernière partie de l'émission, la BBC compila les réactions internationales. Un journaliste italien déclara: « Ce qui est triste, c'est qu'un geste normal devienne une information mondiale. » Une présentatrice canadienne ajouta: « Si nous sommes émus par quelqu'un qui ramasse des déchets ou rend un portefeuille, cela signifie peut-être que nous avons abaissé nos attentes envers nous-mêmes. » Un commentateur espagnol fut encore plus direct. « La France nous rappelle que la civilisation n'est pas seulement dans les musées. Elle est dans la file d'attente, dans le wagon, dans la cour d'école, dans le regard que l'on porte sur l'inconnu. » Cette phrase provoqua un silence profond sur le plateau. Car elle touchait au cœur du sujet. On parle souvent de la France comme d'un pays de culture. On pense aux écrivains, aux peintres, aux philosophes, aux cathédrales, aux cafés, au cinéma, à la gastronomie, à la mode. Mais la culture ne se limite pas à ce que l'on expose dans les vitrines ou dans les livres d'histoire. La culture, c'est aussi la manière de tenir une porte. La manière de dire bonjour. La manière de ne pas transformer un espace public en extension de son salon privé. La manière de comprendre qu'un trottoir, un train, une école, une place, une plage, ne nous appartiennent jamais entièrement. Emily Carter termina l'émission avec une réflexion qui fit énormément réagir. En préparant ce documentaire sur la France, nous pensions filmer un pays connu. Nous avons découvert un pays que ses propres habitants ne regardent peut-être plus assez. Le plus surprenant n'est pas que ces gestes existent. Le plus inquiétant est que nous soyons surpris de les voir encore exister. Et là, permettez-moi d'ajouter une opinion personnelle. La France n'a pas besoin d'être idéalisée pour être respectée. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être admirable. Au contraire, sa force vient peut-être précisément de ses contradictions. C'est un pays capable de grève et de politesse, de colère et de délicatesse, de critiques féroces et d'attachements profonds, de désordre apparent et de règles invisibles. Un pays où l'on peut râler contre la SNCF le matin et aider un touriste perdu 5 minutes plus tard. Un pays où l'on critique l'école, mais où l'idée de former des citoyens reste profondément ancrée. Un pays où l'on se moque des grands principes, mais où l'on continue souvent à vivre selon eux. Ce que les étrangers voient parfois en France, les Français ne le voient plus. Parce que l'habitude rend aveugle. Parce que les problèmes prennent toute la place. Parce que les médias montrent plus facilement l'effondrement que la tenue discrète. Pourtant, dans les gares, les rues, les villages, les écoles, les marchés, les bibliothèques, il existe encore des milliers de gestes minuscules qui empêchent la société de tomber complètement dans le cynisme. Un enfant qui rend un portefeuille. Une femme qui ramasse des déchets après une fête. Un passager qui laisse sa place. Un voisin qui tient la porte. Un inconnu qui dit « pardon » après avoir frôlé quelqu'un. Une personne qui attend son tour alors qu'elle est pressée. Ces gestes ne font pas toujours la une des journaux. Ils ne rendent personne célèbre. Ils ne rapportent pas d'argent. Mais ils maintiennent quelque chose de plus précieux. La confiance minimale sans laquelle aucune société ne peut survivre. Alors la question posée par la BBC ne concerne pas seulement la France. Elle concerne chacun d'entre nous. Quand personne ne regarde, qui sommes-nous? Quand il n'y a ni caméra, ni témoin, ni récompense, ni sanction, que faisons-nous? Ramassons-nous ce que nous avons laissé tomber? Respectons-nous la file? Rendons-nous ce qui ne nous appartient pas? Baissons-nous la voix quand d'autres ont besoin de calme? Laissons-nous un lieu un peu meilleur que nous l'avons trouvé? La France, dans ce documentaire, n'apparaît pas comme une nation parfaite. Elle apparaît comme une nation qui porte encore en elle une idée exigeante de la vie commune. Une idée parfois fatiguée, parfois contestée, parfois trahie, mais pas morte. Et peut-être que c'est cela qui a touché les étrangers. Non pas une perfection française imaginaire, mais la preuve qu'au milieu du bruit moderne, de l'individualisme et de l'impatience, il existe encore des gens qui choisissent le geste juste sans attendre d'applaudissements. Peut-être que la grandeur d'un pays ne se mesure pas seulement à ses monuments, à son économie ou à son influence diplomatique. Peut-être qu'elle se mesure aussi à ce qu'un enfant fait lorsqu'il trouve un portefeuille par terre. À ce qu'une femme fait lorsqu'elle voit son port sali après une fête. À ce qu'une foule accepte de faire lorsqu'elle attend un train. Et si le monde a été ému par ces images françaises, c'est peut-être parce qu'il ne cherchait pas seulement à comprendre la France. Il cherchait à se souvenir de ce que toute société pourrait encore devenir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, dites en commentaire ce que vous pensez de ces gestes simples que l'on oublie trop souvent. Selon vous, la vraie culture d'un pays se voit-elle dans ses monuments ou dans le comportement de ses habitants quand personne ne les regarde?